times are hard, you're afraid to pay the fee, so you fight. Hello les Illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode hors-série d'Enfants du cinéma centré sur One Battle After Another, une bataille après l'autre en français, réalisé par nul autre que Paul Thomas Anderson, dit PTA. Juste avant de véritablement entamer ce nouvel épisode, deux choses. La première, et la moins importante, je suis malade. Ce qui fait que durant cet épisode, vous allez peut-être avoir l'impression que je parle avec le nez. Si c'est le cas, j'espère que ce n'est pas trop dérangeant pour vos oreilles et je m'en excuse. Deuxième et dernière chose, je tenais à sincèrement vous remercier de tout mon cœur pour l'accueil qu'il y a eu concernant le dernier épisode Enfants du cinéma hors série en date, qui était centré sur Sirat. Vous avez offert un très beau voyage à cet épisode qui continue encore à l'heure où j'enregistre, que ça soit en termes de commentaires, de likes, d'attention, vous avez tout simplement explosé le record pour un podcast sur la chaîne YouTube. Donc, encore une fois, un grand merci à vous tous, à vous toutes pour l'attention que vous avez portée à ce podcast. Ça me touche beaucoup. Maintenant, si vous le voulez bien, lançons-nous dans une première partie centrée sur Paul Thomas Anderson, dit PTA, le réalisateur d'une bataille après l'autre, mais également le réalisateur d'un grand nombre de films dont je ne peux pas ne pas parler avant de m'attaquer au gros morceau cinématographique du jour qui est une bataille après l'autre. Cette partie va autant s'adresser aux personnes qui ne connaisseraient pas Paul Thomas Anderson et son travail qu'aux personnes qui connaisseraient très bien Paul Thomas Anderson et son travail, car je vais parler de mon rapport à sa filmographie qui va peut-être vous étonner. Paul Thomas Anderson est un réalisateur, scénariste, producteur, directeur de la photographie ou encore acteur américain, né le 26 juin 1970 à Studio City, en Californie. À seulement 55 ans, il possède tout de même 37 ans de carrière, 22 films et séries tournées, ainsi que 7 prix. Si on en croit Allociné, PTA a débuté en tant qu'assistant de production sur des téléfilms, des clips vidéo ou encore des émissions de jeux et... Aïe. À 23 ans, il s'est fait renvoyer de la section cinéma de l'université de New York pour ne pas avoir payé les frais d'admission. Déjà un révolutionnaire dans l'âme, ce PTA, un révolutionnaire dans l'âme qui a donc utilisé cet argent non dépensé pour les frais d'admission, pour financer son premier court-métrage professionnel intitulé Cigarettes and Coffee. J'adore ce titre. Il me ramène directement à mes propres études en école de cinéma, à ces fameux moments de pause entre deux cours, entre collègues, pour parler cinéma. Et donc, ce court-métrage sort en 1993, et c'est seulement 3 ans après que PTA passe de nouveau derrière la caméra, mais cette fois-ci pour son premier long-métrage, intitulé Hard Eight. Un polar que je n'ai point vu. Comme le film suivant de PTA, bien plus connu pourtant, intitulé Boogie Nights, sorti en 1997. It's a film. I want them to remember me by. Un long métrage qui nous raconte ceci. En 1977, le jeune Eddie Adams est plongeur dans une boîte de nuit à la mode de San Fernando Valley, banlieue de Los Angeles. Sa vie de famille n'est pas rose, entre un père muet et une mère hystérique qui lui reproche d'être un raté. C'est alors qu'il fait la connaissance de Jack Horner qui va le propulser dans le monde du cinéma porno. À une époque où le sexe est un plaisir sans danger et le plaisir une industrie, Eddie devient une star internationale sous le nom de Dirk Diggler. Avec ce film, c'est en quelque sorte une première consécration pour PTA, puisqu'au BAFTA Awards Orange British Academy Film Awards de 1998, Boogie Nights reçoit 2 nominations. Aucun prix, mais 2 nominations tout de même sacrément imposantes, à savoir meilleur scénario original pour Paul Thomas Anderson et meilleur acteur dans un second rôle pour Burt Reynolds. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque aux Oscar Academy Awards de 1998, Boogie Nights reçoit également des nominations, et cette fois-ci, une de plus qu'au BAFTA. Toujours aucun prix remporté, mais tout de même, meilleur acteur dans un second rôle pour Burt Reynolds, encore une fois, meilleure actrice dans un second rôle pour Julianne Moore, et, encore une fois, meilleur scénario original pour Paul Thomas Anderson. Mais, ça ne s'arrête toujours pas là, puisque Boogie Nights reçoit également 2 nominations aux Golden Globes de 1998, à savoir meilleur acteur dans un second rôle pour Burt Reynolds et meilleure actrice dans un second rôle pour Julianne Moore. Et
Cette fois-ci, le long métrage remporte un prix, puisqu'il remporte le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour Burt Reynolds. Même s'il n'a reçu aucun prix personnel, PTA ne se fatigue pas, puisqu'il revient seulement 2 ans plus tard avec un nouveau long métrage qui fera date non seulement dans l'histoire du cinéma, notamment américain, mais également dans le cœur de beaucoup de cinéphiles, notamment que je connais. 2 ans plus tard, en 1999, PTA revient avec Magnolia, considéré pour beaucoup comme l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Un long métrage qui nous raconte ceci. Earl Partridge, âgé et malade, va bientôt mourir. Il demande à son fidèle infirmier de retrouver le fils qu'il a jadis abandonné. Sa jeune épouse, qui convoitait sa fortune, devrait se réjouir, mais n'y parvient pas. Frank McKay, jeune gourou cathodique de la séduction masculine, s'est construit un passe et une vie. Mais combien de temps le masque peut-il résister ? Toutes ces vies s'entrecroisent, le temps d'une journée comme les autres, sous le soleil de la Californie. Et cette fois-ci, avec Magnolia, c'est encore plus une consécration pour Paul Thomas Anderson, puisque son long métrage reçoit plus de nominations que Boogie Nights. Il reçoit notamment 3 nominations aux Oscar Academy Awards de 2000, avec meilleur scénario original pour Paul Thomas Anderson, meilleure chanson pour Amy Mann, et meilleur acteur dans un second rôle pour Tom Cruise. Malheureusement, le long métrage repart les mains vides. Contrairement à la Berlinale de 2000, où là, PTA reçoit enfin une sacrée consécration, puisqu'il repart avec l'Ours d'Or pour Magnolia. Ours d'Or à la Berlinale, ce qui me fait dire qu'à Venise, il y a le Lion d'Or, ce qui me fait dire que dans certains festivals, ils aiment particulièrement donner le nom d'un animal au prix le plus prestigieux, ce qui me fait dire que j'aimerais bien créer un festival de cinéma où la personne qui recevrait le prix le plus prestigieux recevrait le cochon d'Inde d'or. Je m'égare car je ne dois pas m'arrêter là concernant le fabuleux parcours de Magnolia dans les nombreux festivals, car Magnolia reçoit 2 nominations aux Golden Globes de 2000, et notamment un prix. Alors pour les nominations, c'est meilleure chanson et meilleur acteur dans un second rôle pour Tom Cruise, et pour le prix, c'est meilleur acteur dans un second rôle pour Tom Cruise. Magnolia reçoit également une nomination et un prix aux Blockbuster Entertainment Awards de 2000 pour meilleur acteur dans un second rôle drame Tom Cruise, et reçoit également une nomination à la Screen Actor Guild Awards, SAG de 2000, pour meilleur acteur dans un second rôle Tom Cruise, mais repart les mains vides. Tom Cruise, PTA, Tom Cruise, PTA. Ah oui, ça me permet de vous dire qu'il y a peu de temps, on a appris que PTA avait un regret. Et ce regret, c'est de ne pas avoir pu réaliser un opus de la franchise Mission Impossible. Peut-être que s'il avait réalisé The Final Reckoning, les 2h45 auraient été justifiés. Voilà, petit pic à Mission Impossible The Final Reckoning. Qui me permet également d'aborder un point crucial de la filmographie de PTA, ces longs métrages, pour ceux ou celles qui ne le sauraient pas, sont longs. Mais genre long. Si on ne prend que les longs métrages que je viens de citer, à savoir Boogie Nights et Magnolia, Boogie Nights dure un bon 2h30 et Magnolia un bon 3h. Et je ne mentionne pas les longues durées des longs métrages de PTA pour rien, puisque Une bataille après l'autre, lui aussi est long. Il dure 2h45 et sa durée va être un point de mon argumentaire quand on sera dans la partie centrée sur l'analyse d'une bataille après l'autre. Puisque là, nous allons continuer de nous concentrer sur l'avancée de la carrière de PTA. En 2002, il revient une nouvelle fois avec un long métrage intitulé Punch Drunk Love, une comédie romantique avec notamment Adam Sandler, une comédie romantique qui a fait battre le cœur de grand nombre de cinéphiles et qui a récolté 2 nominations ainsi qu'un prix. Alors tout d'abord, il y a eu une nomination sans prix aux Golden Globes de 2003, meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale pour Adam Sandler, et ensuite vient une nouvelle sacrée consécration pour Paul Thomas Anderson puisqu'il remporte le prix de la mise en scène au Festival de Cannes de 2002. Il est comme ça PTA, il gravit les échelons sereinement, sans être pressé, et il en ressort content. Ah, attendez, j'ai un appel, je suis désolé, je dois répondre. Ouais, allô ? Ouais, je t'appelle parce que t'as complètement oublié de dire que Magnolia, eh bien lui aussi tu l'avais pas vu. Ah, oui, je sais, mais j'allais le dire, faut me laisser le temps un peu. Ouais, bon je te cache pas que je trouve ton move un peu bizarre, mais allez ça passe, bon je dois y aller, salut. Ouais, salut. Bon, désolé pour cette intervention du 2e mois, j'espère que ça se reproduira plus. Allez, on avance. Ensuite, en 2003, PTA revient avec 2 courts-métrages, le premier Couch, le deuxième Blossom and Blood, qui est lié à Punch Drunk Love, et puis en 2007, PTA décide de revenir avec un long-métrage
Un long métrage qui est probablement le plus connu, le plus apprécié de sa carrière, à savoir There Will Be Blood. Et voici ce que le long métrage nous raconte. Lorsque Daniel Plainview entend parler d'une petite ville de Californie où l'on dit qu'un océan de pétrole coulerait littéralement du sol, il décide d'aller tenter sa chance et part avec son fils, HW, à Little Boston. Dans cet endroit perdu où chacun lutte pour survivre et où l'unique distraction est l'église animée par le charismatique prêtre Eli Sunday. Plainview et son fils voient le sort leur sourire. Même si le pétrole comble leurs attentes et fait leur fortune, plus rien ne sera comme avant. Les tensions s'intensifient, les conflits éclatent et les valeurs humaines comme l'amour, l'espoir, le sens de la communauté, les croyances, l'ambition et même les liens entre père et fils sont mis en péril par la corruption, la trahison et le pétrole. Et alors là, en termes de nomination, pour There Will Be Blood et PTA, c'est raz-de-marée, puisque There Will Be Blood obtient 25 nominations dans différents festivals, différentes compétitions. C'est notamment jusqu'à ce moment précis qu'un long métrage de PTA remporte le plus de prix, puisque aux Oscar Academy Awards de 2008, le long métrage remporte l'Oscar du meilleur acteur pour Daniel Day-Lewis et l'Oscar de la meilleure photographie pour Robert Elswit. Mais le long-métrage emporte également un prix aux BAFTA Awards Orange British Academy Film Awards de 2008, avec meilleur acteur pour Daniel Day-Lewis. À la Berlinale de 2008, le long-métrage remporte également 2 prix, l'Ours d'argent de la meilleure réalisation pour Paul Thomas Anderson et l'Ours d'argent de la meilleure contribution artistique pour Johnny Greenwood. À la Screen Actor Guild Awards SAG de 2008, le long-métrage remporte le prix du meilleur acteur pour Daniel Day-Lewis et au Golden Globe de 2008, le long-métrage remporte le prix du meilleur acteur dans un drame pour Daniel Day-Lewis. Une sacrée année pour Daniel Day-Lewis. On ne le présente plus. Et alors, durant un petit moment, je vais casser le schéma que je construis depuis tout à l'heure, pour éviter le côté fiche Wikipédia un peu rébarbatif, pour me concentrer sur 2 points que je juge importants. Je ne vous ai pas lu tous ces résumés de longs métrages juste pour faire joli. La première raison, eh bien c'est pour ceux ou celles qui n'ont pas vu ces longs métrages et qui aimeraient savoir de quoi ils parlent. La deuxième raison, c'est parce que dans chacun de ces résumés, il y a un détail qui est crucial pour la filmographie de PTA. Et ce détail, c'est que ces longs métrages se passent non seulement aux États-Unis, mais également et surtout en Californie. Une bataille après l'autre, que je vais analyser dans la seconde partie de ce podcast, se passe également en Californie. Et cela n'est pas anodin, puisque, comme vous l'avez entendu plus haut, Paul Thomas Anderson vient de la Californie. Et, comme vous venez de l'entendre dans les nombreux résumés que je viens de vous lire, ce que Paul Thomas Anderson a toujours aimé travailler, questionner en profondeur dans ses longs métrages, c'est évidemment les États-Unis et leur fonctionnement, en associant le tout à un seul État des États-Unis, à savoir l'État de Californie, qui est un État politiquement démocrate. Et également, ce qu'a toujours aimé traiter Paul Thomas Anderson dans son cinéma, c'est l'évolution de cet État au cours de l'histoire de l'Amérique, comment cet État pouvait influer sur l'Amérique globale et comment l'Amérique globale pouvait influer sur cet État, les failles de la Californie, les rêves déchus ou non qu'elle comporte. Et si je pose ça maintenant, c'est parce que, bien évidemment, ça a son importance pour comprendre le cinéma de PTA, mais ça a également son importance pour bien comprendre une bataille après l'autre. Ensuite, le deuxième et dernier point sur lequel je voulais revenir avant de passer à la suite de la filmographie de Paul Thomas Anderson, c'est que depuis tout à l'heure, je vous parle de consécration de plus en plus grande pour lui et son cinéma. Et quand on voit comment ça a évolué, ne serait-ce que sur quelques années, vraiment dans un temps très court, on pourrait tout naturellement se dire qu'il a fini par très vite choper les récompenses les plus suprêmes, à savoir l'Oscar du meilleur réalisateur et l'Oscar du meilleur film. Eh bien, malgré l'immense reconnaissance que portent les cinéphiles et le monde du cinéma envers Paul Thomas Anderson, ce dernier n'a jamais reçu l'Oscar du meilleur réalisateur et n'a jamais reçu l'Oscar du meilleur film. Et pourtant, il n'est pas passé loin des fois, puisque la première fois qu'il a été nominé en meilleur réalisateur et en meilleur film, c'était pour There Will Be Blood, dont je viens de vous parler. La deuxième fois où il a reçu ces 2 nominations, c'était en 2018, pour son long métrage Phantom Thread, un long métrage que j'ai vu, et venez, on en parle un petit peu après. Et la troisième et dernière fois où il a reçu ces 2 nominations, c'était aux Oscars de 2022, pour son long métrage Licorice Pizza. Un long métrage que j'ai vu également,
Et venez, on en parle après également. Et alors, pourquoi je vous en parle autant de ces deux consécrations ultimes? Eh bien parce que je pense, j'en parlerai plus en détail durant la partie centrée sur une bataille après l'autre, mais je pense que 2025 sera l'année où PTA remportera enfin ces deux prix. Plus ample détail dans la partie 2. Ah, c'est pas possible, j'ai encore un appel. Bon, désolé, je dois encore répondre. Oui, allô, quoi? Ouais, mon gars, c'est encore moi, c'est juste que Punch Drunk Love, There Will Be Blood, The Master, Inherent Vice, tous ces films, tu les as pas vus? Bah oui, je les ai pas vus. Je sais très bien que je les ai pas vus, pas besoin de me le rappeler, hein. Wow, calm down, frérot, c'est bon. Je voulais pas t'offenser, c'est juste... Bah comment tu vas pouvoir bien parler d'une bataille après l'autre si la moitié des films de ce réal, tu les as pas vus? Oui, bah justement, j'allais y venir. Ah, ok. Bon bah pas de soucis. Juste, il te reste des chips? Non, il me reste pas de chips, non. Donc, en effet, je ne suis pas un fin connaisseur de la filmographie de PTA, ce qui ne m'a pas empêché de m'y être déjà plongé 2 fois et de m'y être intéressé de l'extérieur en lisant des analyses de proches ou non concernant cette dernière. Je me considère donc être encore en pleine découverte de l'univers cinématographique de Paul Thomas Anderson, ce qui fait que, forcément, je n'ai pas encore tous les tenants et aboutissants de son cinéma. Je ne ressens drastiquement pas pareil son cinéma que mon ami Adam, qui lui, alors là, PTA, il connaît par cœur. Et il en est absolument fan. Et moi, je ne peux pas me qualifier de fan ou non, puisque avant de voir une bataille après l'autre, je n'avais vu que 2 de ses longs métrages. Phantom Thread, qu'à l'époque j'avais détesté, et Licorice Pizza, qu'à l'époque j'avais adulé, je l'avais même mis dans mon top film 2022, sans avoir non plus, je m'en souviens très bien, complètement cerné le long métrage. Je l'avais mis dans mon top film 2022 parce qu'il m'avait particulièrement ému, en me faisant penser à quelque chose de très personnel, mais sans que j'arrive forcément à l'expliquer. Je ne m'explique pas pourquoi, mais ce film me fait follement penser à mes grands-parents paternels. Je ne m'explique pas pourquoi, parce que ils n'ont pas eu cette histoire d'amour, mes grands-parents. Ils n'ont pas grandi dans les années 70. Ils étaient déjà adultes. Mais je ne sais pas pourquoi ce film me fait penser à eux. Et j'aimais beaucoup mes grands-parents paternels qui sont malheureusement décédés maintenant. Mais ouais, ce film me fait penser à eux. Et c'est pour ça que je l'adore. Mais donc voilà, tout ça pour dire que je suis encore maintenant en train d'essayer de totalement cerner ce qu'est véritablement le cinéma de Paul Thomas Anderson, ce qu'il nous raconte en profondeur. Dans mon argumentaire sur une bataille après l'autre, je vais donc emprunter des pistes qui, peut-être, feront fausse route. Mais je me dis que ce n'est pas grave, car ça reste un exercice ludique, où je vais tout faire pour le rendre intéressant et constructif de A à Z. Et puis, on a tous, ceux ou celles qui aiment le cinéma de PTA, commencer par des pistes peut-être un peu foireuses, mais qui finalement nous ont menés vers des pistes bien plus sûres. Et tout cela ne veut pas dire que les pistes que je vais explorer dans mon propre podcast seront toutes foireuses et inintéressantes. Non. Ce que je veux dire, et ce que je prône avec ce podcast, avec les autres sur ma chaîne YouTube, c'est que l'important est de toujours libérer une pensée d'analyse, en étant continuellement sûr, non pas qu'elle va libérer un point forcément juste, mais qu'elle va libérer une parole sur le cinéma, agrémentée de sentiments très personnels. Mais pour moi, c'est ça qui est important. Avant tout, c'est de parler de cinéma, avec notre cœur. Et bien entendu, pour finir, et je sais qu'on est tous et toutes d'accord avec ça ici, en étant respectueux de la vie de chacun. Ça, c'est vachement cool. Maintenant, les illustros, je pense qu'on peut enfin passer à la présentation du long métrage Une bataille après l'autre, et juste ensuite, à mon avis dessus. Go! Une bataille après l'autre est sorti le 24 septembre 2025 dans nos salles obscures. Il dure 2h42. C'est de l'action, de la comédie, du drame, de la politique et c'est un long métrage qui possède un bien beau casting. Comme tous les autres longs métrages de PTA, c'est ça aussi la force de PTA, c'est de toujours réunir des castings. T'en crois pas tes yeux. Nous retrouvons donc Leonardo DiCaprio dans le rôle de Bob Ferguson, Benicio del Toro dans le rôle de Sensei Sergio,
Teyana Taylor dans le rôle de Perfidia Beverly Hills, Sean Penn dans le rôle de Stephen G. Lockjaw, ainsi que Regina Hall dans le rôle de Deandra et Chase Infinity dans le rôle de Willa Ferguson. Le long métrage est bien entendu scénarisé par Paul Thomas Anderson qui scénarise tous ses films et c'est d'après l'œuvre de Thomas Pynchon. Voici ce que ça nous raconte. Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société, avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé. Thank you, Sensei! Thank you, Sensei! Thank you! God damn it! Vive la révolution! Donc, avant de commencer à vous donner mon avis sur une bataille après l'autre, je tiens à signaler que comme dans l'épisode concernant Sirat, il y aura une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Pour le moment, vous êtes dans la partie sans spoiler, et quand on passera à la partie avec spoiler, eh bien tout naturellement, je vous préviendrai. Sinon, ça serait vraiment pas sympa de ma part. Sur ce, c'est parti. Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson est incontestablement l'un des plus grands films de l'année 2025, si ce n'est le plus grand. Tant dans son fond que dans sa forme, il ne cesse de proposer à chaque instant du cinéma avec un grand C, tant son regard sur la société, sur la politique américaine, mais également du monde, est le plus juste, le plus percutant, le plus important qu'on ait eu depuis très longtemps au cinéma. Il faut absolument mettre en avant une bataille après l'autre et je vais vous expliquer pourquoi. Pour bien analyser le long métrage, je vais devoir le décortiquer de manière chronologique. Je vais donc commencer par aborder les 15 premières minutes du long métrage. Les 15 premières minutes du long métrage, je l'ai avoué en sortant de la salle à King Tao avec qui j'ai vu le film, ces 15 premières minutes du long métrage qui m'ont rendu, dans un premier temps, perplexes, car elles ne vont absolument pas faire de cadeau à leurs spectateurs. Elles vont se concentrer sur l'ascension des révolutionnaires, puis leur chute au profit de l'avènement du fascisme. Sauf que ces 15 premières minutes, en termes de propos, dans un premier temps sont particulièrement nuancées et dans un deuxième, particulièrement clivantes. Dans la première partie de ces 15 premières minutes, le film opte clairement pour te présenter ce groupe de révolutionnaires comme des fanfarons n'ayant peur de rien ni personne, dans un monde limite dépeint comme fantastique à l'écrit ou à la mise en scène, tant ces révolutionnaires peuvent se permettre d'absolument tout faire sans avoir peur d'un seul retour de bâton. Et on sait très bien que dans notre monde à nous, cela n'a jamais été possible et ne le sera jamais. Durant ces 5 premières minutes, on fait donc face à un véritable traitement de l'âge d'or des révolutionnaires, en quelque sorte, où tout se passe pour le mieux, où tout se déroule parfaitement. Puis arrivent les 5 minutes suivantes, où là, on retrouve le PTA qui veut creuser les failles de n'importe quel système qu'il met en place à l'écrit ou à la mise en scène. Où dans ces 5 minutes suivantes, il y a beaucoup de points cruciaux du long métrage qui sont mis en place, notamment durant la séquence, rassurez-vous je reste en surface, entre Perfidia Beverly Hills et Stephen G. Lockjaw. Une séquence opposant les révolutionnaires, dans la lumière, aux fascistes, littéralement tapis dans l'ombre à attendre que quelque chose se passe, et quand ce quelque chose se passe, non seulement ils ne répondent pas, ils ne font qu'observer, mais en plus de ça, ils y prennent un certain plaisir. Tout ce qu'ils attendent, c'est un débordement. Un pas de côté de la part de ces révolutionnaires, pourtant dépeints jusque-là comme absolument parfaits dans ce qu'ils entreprennent, et même assez séducteurs, comme on le voit avec le personnage de Perfidia Beverly Hills. Et concernant ce fameux pas de côté que les fascistes attendent le plus sereinement possible pour ensuite passer à l'acte à leur tour, il finit par arriver dans les 5 minutes d'après, durant la séquence de la banque. Et à ce moment-là, PTA pose une première question à son spectateur, et de manière extrêmement frontale. Car, en ayant dépeint un petit peu plus tôt, durant la séquence entre Perfidia Beverly Hills et Stephen G. Lockjaw, la véritable première rencontre entre les révolutionnaires et les fascistes, comme littéralement un jeu de séduction, au travers des dialogues, au travers du pouvoir de Perfidia Beverly Hills sur le corps de Stephen G. Lockjaw, PTA, au bout de seulement 15 minutes de long métrage, assume de nous dire clairement et frontalement qu'on aura beau tout faire pour mener le meilleur des combats contre le fascisme, on finira toujours
par l'alimenter et faire son jeu. Et lui fera exactement la même chose réciproquement. Si on continue de le combattre avec la manière qui a été dépeinte précédemment dans le long métrage, avec cet aspect fanfaron, en pleine lumière, car lui, très malheureusement, durant un grand nombre d'années, a pris le temps, sereinement, de convoiter puis de contrôler l'ombre, pour mieux ensuite, à son tour, exploser dans la lumière, prendre le contrôle de cette dernière, d'antan gérée par les révolutionnaires, dans un état particulièrement hostile de base au pouvoir du fascisme. Et on en pense ce qu'on veut de la manière qu'a PTA de traiter ce sujet si brûlant à l'heure actuelle dans notre société et dans notre monde. Mais personnellement, je préférais toujours un cinéaste qui assume pleinement de traiter son propos d'une manière aussi clivante qu'un cinéaste qui se cache. Surtout quand le propos de son long métrage est aussi bien tenu et renouvelé par la suite. Déjà, parce qu'il colle parfaitement avec notre réalité actuelle, je trouve. Dans l'introduction de son film, PTA nous prévient que durant une bonne partie de son film, il va autant taper sur les révolutionnaires que sur les fascistes. Et pour la suite de ce podcast, et notamment pour le bien de vos oreilles, le terme fasciste sera remplacé par fa. Voilà, ça sera bien plus simple et bien plus agréable pour vous. Je vais tout d'abord me concentrer sur la manière dont PTA, au fur et à mesure de son récit, dépeint les fa possédant la lumière. Et ce pourquoi, selon moi, ça colle particulièrement bien avec l'aspect politique actuel de son pays. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que les fa dans la lumière d'avant ne sont pas les mêmes fa dans la lumière qu'aujourd'hui. Les fa d'aujourd'hui, qui malheureusement sont au pouvoir dans certains pays extrêmement imposants, ressemblent et se comportent soit comme des clowns de la terreur ou de pures créatures de Frankenstein, aux convictions et quêtes extrêmement individualistes en plus d'être complètement futiles. Et tout cela, PTA va très efficacement le montrer au travers du personnage interprété par Sean Penn, et que ça soit en termes de direction d'acteur ou d'écriture, sans oublier bien évidemment la mise en scène. Prenons par exemple la dimension clownesque du personnage, qui va être montrée notamment dans la manière dont il s'habille, où, on le remarque très clairement, n'importe quel costume qu'il va porter, que ce soit un costume cravate ou encore un costume militaire, eh bien va paraître soit trop petit, soit trop grand pour lui. Toujours avec une pointe de kitsch pour appuyer le ridicule de ce personnage qui, comme l'indique intelligemment la mise en scène donc, n'est jamais à sa place, peu importe dans quel secteur il opère. Prenons maintenant la dimension créature de Frankenstein. Bon, là, il n'y a pas photo, on l'a véritablement tous remarqué dans la manière dont Sean Penn interprète ce personnage à l'aide de mimiques, de tics, d'une voix qui nous semble presque trafiquée. I'll be seeing you very soon. D'une démarche plus associée aux primates, où on a constamment l'impression que son corps avance sans qu'il ne puisse le contrôler, ce qui, dans un premier temps, représente une nouvelle fois intelligemment le côté extrêmement primaire du personnage, et dans un deuxième temps, nous offre une performance d'acteur de la part de Sean Penn véritablement remarquable, tant elle est tenue, tant elle n'est jamais trop au-dessus ou trop en dessous. Toujours concernant le côté créature de Frankenstein du personnage, pour ceux ou celles qui ont déjà eu la chance de voir le film, la fin de ce dernier ne vient que confirmer à 100% mon propos. Et concernant le côté extrêmement individualiste et futile des fa, là ça va beaucoup plus se passer à l'écriture, encore une fois d'une manière efficace, et avec une petite touche de comédie du ridicule vraiment osée et plaisante. Parce que là où les fa d'hier se disaient empreints d'une quête pour le monde, croyaient en leur propre mensonge et agissaient directement pour soi-disant le bien commun, eh bien les fa d'aujourd'hui font évidemment toujours autant de mal, mais cette fois-ci non plus en se cachant derrière des prétextes sur le monde, non. Cette fois-ci, ils assument pleinement aux yeux du monde d'utiliser la lumière qu'ils ont sur eux, leur pouvoir, par pure volonté d'individualisme, comme le fait le personnage interprété par Sean Penn. Il va avoir à sa botte une armée, commanditer des assauts, déferler un degré de violence inouï par une profonde lâcheté personnelle par rapport à des actes de son passé, par rapport à son être, juste pour bêtement rentrer dans un club intitulé Christmas Adventurer. Et je vais m'arrêter là pour pas trop en dévoiler, vu qu'on est dans la partie sans spoiler. Ça peut paraître too much, mais ça ne l'est tellement pas quand on s'intéresse à la vie de certains politiques américains ou de d'autres pays. Et au-delà de trouver tout cela fortement à propos par rapport à la situation de notre monde actuel, je trouve surtout
assez formidable la façon dont PTA, à l'écriture, à la mise en scène, à la direction d'acteur, arrive à nous créer non pas un loser magnifique, comme va l'être le personnage interprété par Leonardo DiCaprio, mais un loser terrifiant, de par tout ce que je viens de dire sur lui, de par la profonde part de mystère du personnage qui va être exploré durant une grande partie du film, de par le fait qu'avec ce personnage, nous spectateurs, on est continuellement sur un fil extrêmement tendu entre le rire et l'effroi. Je pense que je ne m'avance pas trop en disant que le personnage interprété par Sean Penn est le meilleur antagoniste de cinéma qu'on ait eu de l'année, et qu'on ait eu depuis longtemps, car c'est un antagoniste qui propose réellement une vision nouvelle de ce genre de caractère de personnage, tout en collant parfaitement avec les antagonistes de la vie réelle. Petit clin d'œil au monde de la réalité véritable chez Karim Debache. Et maintenant, on va passer à un autre personnage phare du long métrage, à savoir le personnage interprété par Leonardo DiCaprio, qui lui va porter une thématique tout aussi importante et passionnante que la précédente, et parfaitement complémentaire avec cette dernière, une thématique sur le réveil des révolutionnaires qui est absolument nécessaire. Durant une période de crise comme celle dépeinte dans le long métrage, et à quel point ce fameux réveil peut être difficile pour certains, comme par exemple le personnage interprété par Leonardo DiCaprio, qui après ce qui s'est passé en début de long métrage, a pris un véritable coup de massue par la vie, et n'a retenu de tous ces combats révolutionnaires que la chute, et donc la peur qu'elle a engendrée. Tout d'abord, le métrage va clairement montrer au travers du personnage de Leonardo DiCaprio, Bob Ferguson, toutes les petites failles ou grosses failles qu'il y a dans le système des anciens révolutionnaires, et comment ces dernières démontrent que ces anciens révolutionnaires, après avoir baissé leur garde, dû jeter l'éponge de force, eh bien n'ont pas su en quelque sorte se relever, avancer avec leur temps, à l'inverse des FA dans le long métrage qui sur ce point-là ont pris le dessus. Et tout cela va être abordé autour notamment d'un code concernant un horaire que doit trouver le personnage de Bob Ferguson lorsqu'il est au téléphone avec les anciens révolutionnaires pour pleinement communiquer avec eux, surtout que la situation l'exige qu'il communique pleinement avec eux. On est dans de l'urgence. What time is it? You know, I don't remember that part. All right. Et comme vous venez de le voir, le personnage de Bob Ferguson ne se souvient pas quelle est la réponse à donner. Et cette situation va se reproduire au moins 2 ou 3 fois dans le long métrage, jusqu'à ce que... mystère. Je vous dis pas s'il se rappelle la réponse ou pas, ça serait du spoil. Premièrement, en termes de tempo comique, que ça soit de la part des comédiens ou de la mise en scène, c'est extrêmement tenu. Et deuxièmement, il y a un double discours dans le fond de ces séquences que je trouve particulièrement intéressant et que je vais essayer de creuser avec vous. Cette situation qui se répète et se répète et se répète. On lui demande un code et lui ne s'en souvient plus. Dans un premier temps, ça appuie de manière maligne à quel point le personnage interprété par Leonardo DiCaprio, qu'il est complètement dépassé par la situation, qu'il a jeté les armes bien trop tôt alors qu'il n'aurait pas dû, parce que cette réponse qu'il doit donner, en tant qu'ancien révolutionnaire, dans l'univers du film, il devrait encore maintenant la connaître par cœur. Car c'est grâce à cette réponse que chez les French 75, son propre groupe de révolutionnaires, on accède à toutes les informations cruciales. Mais là où l'écriture de PTA va être encore une fois extrêmement maligne, c'est qu'elle ne va pas se cantonner qu'à ce discours. Qu'à seulement dire, vous avez vu à quel point le personnage de Bob Ferguson, il est dépassé et c'est le seul à être dépassé. Non, 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 non. Parce que, en parallèle de cette situation qui se répète plusieurs fois pour le personnage interprété par Leonardo DiCaprio, il y a un autre personnage, interprété par Benicio del Toro. Que des noms de famille en haut, c'est magnifique. You know what freedom is? What? No fear. Et ce que veut nous faire comprendre PTA au travers du personnage de Benicio del Toro et ce qu'il fait, c'est qu'il n'y a pas que le personnage de Leonardo DiCaprio qui est dépassé. Il y a également le système de communication des French 75. Système de communication, avec toutes ces histoires de code là, beaucoup trop désuet par rapport à un nouveau monde rempli de puissance numérique et surtout rempli d'une urgence absolue quand il faut agir pour sauver ses proches. Et ça, le personnage interprété par Benicio del Toro l'a très bien compris.
compris, il a réussi au fur et à mesure des années à construire un réseau, à construire un système de protection proche de l'âme de celui des French 75, mais qui, en termes de communication, a cette particularité que les French 75 n'ont pas, c'est d'être particulièrement bien ancré, d'être particulièrement au courant comment fonctionne le monde d'aujourd'hui, pour être prêt à agir, et agir plus vite, sans être guidé par la peur. Là où le personnage de Bob Ferguson, pendant une grande partie du récit, est guidé par la peur, et non par l'espoir et le courage, alors qu'il devrait, car c'est comme cela qu'il va bien mener une bataille après l'autre. Et la nuance particulière dans l'écriture de tout ce propos-là, c'est que le personnage interprété par Leonardo DiCaprio et le personnage interprété par Benicio del Toro ont somme toute le même âge. Et donc, c'est absolument génial, parce que PTA arrive de manière adroite à l'écriture à créer un miroir comportant deux visions. La vision d'un monde d'anciens révolutionnaires qui n'a pas su évoluer, et la vision d'un monde d'anciens révolutionnaires qui, eux, y sont allés de l'avant. PTA arrive avec cela à réduire au silence un côté de son œuvre qui aurait pu sonner comme un petit peu trop fataliste, nihiliste, comme quoi tous les gentils de son récit n'auraient été que des losers. C'est passionnant parce que c'est ce monde d'évolution qui va apporter une dose d'espoir au récit, une dose dont il avait besoin, parce que jusque-là, il était profondément noir, dramatique et stressant, même s'il y avait des petites touches de comédie par-ci par-là. C'est passionnant parce que c'est ce monde d'évolution qui va apporter les ressources nécessaires à l'évolution, justement, du monde qui a stagné. Et je trouve que le regard de ce monde qui a évolué par rapport au monde qui a stagné est rempli d'une certaine mélancolie, mais également d'une grande gentillesse. Le personnage interprété par Benicio del Toro va vraiment être la source rassurante pour le personnage interprété par Leonardo DiCaprio, qui est une véritable pile électrique et qui ne sait plus où donner de la tête. Là où le personnage interprété par Benicio del Toro va vraiment être la force tranquille, le sensei comme il l'appelle dans le film. I need you, brother. Sensei, 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 please. Courage, Bob. Courage. Et c'est là que frappe encore une fois le génie d'écriture et de mise en scène de PTA, parce que pour accompagner toute cette thématique de la modernisation des French 75, il va utiliser une construction de récit et de mise en scène ultra moderne, puisque pour moi, toute cette partie du récit va être construite et développée comme si on était avec Leonardo DiCaprio dans un jeu vidéo où le personnage va de quête en quête, récupère item après item. Ça se ressent notamment énormément dans la mise en scène, qui est absolument géniale, d'un dynamisme fou et d'un renouvellement permanent. Après, la quête du personnage de Leonardo DiCaprio à cet instant T du récit peut être également comparée à une version condensée et moderne de la célèbre quête du héros, une façon d'écrire la trajectoire de notre protagoniste, très connue, qui a notamment été reprise dans des œuvres cultes du 7e art, comme par exemple La Guerre des Étoiles, pour ne citer qu'elle. Je veux dire par là que tout y est, la trajectoire, les péripéties, les artefacts, le mentor. Rajoutons à cela des visuels époustouflants en termes de photographie, citant notamment en termes d'inspiration West Side Story. Mais encore une fois, en adaptant ces inspirations au contexte du film, en adaptant ces inspirations d'une manière bien plus moderne. Donc c'est ultra intelligent. On peut déjà relever tous ces points-là dans le film qui en font déjà une œuvre passionnante. Mais c'est sans compter un autre personnage très important dans le récit, qui est le personnage de la fille de Bob Ferguson, aka Willa Ferguson, qui est pour moi le personnage représentant la nuance dans le long métrage. Mais juste avant de me pencher plus en détail sur le personnage de Willa, revenons sur le personnage de Bob, qui dans un premier temps, j'en ai parlé, a été guidé par la peur, et dans un deuxième, grâce au personnage interprété par Benicio del Toro, a décidé d'être guidé par l'espoir et le courage. Car c'est seulement comme ça qu'il pourrait retrouver sa fille. Ce qui est parfaitement sensé, parce que sa fille, au-delà d'être la nuance, pour ceux ou celles qui ont vu le long métrage, eh bien c'est elle l'espoir. C'est elle qui représente la puissance qu'on a, nous, êtres humains, quand on fait des choix. C'est elle qui représente corps et âme le fait qu'on ne doit pas être conditionné, nous, êtres humains, par rapport à ce qui a pu se dérouler dans notre passé. Je reviendrai plus en détail sur le personnage de Willa, qui est une enfant du chaos, dans la partie spoiler, parce qu'il m'est impossible de pleinement parler de ce personnage sans spoiler un élément crucial du récit. Tout ce que je peux dire, c'est que, encore une fois, à l'écriture, PTA, au travers de ce personnage, combat une certaine forme de fatalité, des choix, des actions, à laquelle on a peut-être l'impression parfois
de faire face trop souvent. Mais ce qu'on peut noter également, sans spoiler, c'est que PTA, au travers notamment de ce personnage, mais également de celui de Bob Ferguson, va aborder de manière impactante et émouvante une relation entre un père et sa fille. Ce père, qui dans un premier temps va devenir en quelque sorte un loser magnifique en décidant de lâcher la cause révolutionnaire pour mieux se concentrer sur l'amour qu'il porte à sa fille. Je trouve ça très intéressant dans ce que ça pose comme question. Quand on fait partie d'une cause aussi grande, autant humanitaire, qui prend autant de place dans notre existence, qu'il la définit presque en quelque sorte, eh bien quand l'amour pour un être si proche rentre en jeu, jusqu'où on est prêt à aller ou non pour cette cause, et quelles vont être les répercussions de notre choix. Encore une fois, PTA questionne intelligemment les failles d'un système, tout en abordant au travers du personnage de Willa cette question de l'urgence absolue, et comment on arrive ou non à agir face à elle. Et cela est notamment dépeint dans un final de long métrage. Waouh, plus tendu que ce final, tu meurs je pense. Parce que, durant ce fameux final, que ça soit en termes d'écriture, de mise en scène, d'acting, tout résonne, tout se rejoint absolument parfaitement. C'est d'une maîtrise, avec cet immense décor, dans ce désert, avec cette route en ligne droite permanente qui ne cesse de descendre puis de remonter. Une parfaite métaphore visuelle de ce qu'est réellement une bataille après l'autre, où, en termes de mise en scène, il y a une idée tellement intelligente et efficace pour apporter de la tension, c'est-à-dire que le décor n'est plus filmé par la caméra. Le décor est la caméra. Il prend véritablement possession d'elle, possession de notre cerveau de spectateur pour encore mieux nous terrifier quand on imagine ce qui va arriver ou non dans la prochaine descente. Paul Thomas Anderson, avec sa caméra, avec son décor, ne se cantonne pas qu'à citer Duel de Steven Spielberg. Il réinvente complètement le système de mise en scène de Duel de Steven Spielberg, et c'est extrêmement plaisant. Parce que c'est ça, une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. PTA, au cœur de sa mise en scène, va citer de multiples inspirations appartenant à d'autres longs métrages, mais il va continuellement réinventer le système des mises en scène qu'il cite pour mieux l'approprier à son récit, à son propos, et ce avec une force de frappe assez inouïe, parce que c'est ça, une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, un grand long métrage sur le fonctionnement des systèmes, leur côté défaillant, leur côté renouvelé, et comment chacun d'eux arrive à saisir des points absolument passionnants de bout en bout sur notre société d'antan ou notre société actuelle. Comment ceux qui possédaient la lumière sont maintenant forcés de côtoyer l'ombre, et comment ceux qui côtoyaient l'ombre possèdent maintenant sans droit la lumière, et qu'est-ce qu'il va falloir réparer dans tout ça. Et concernant cela, concernant la réparation, le long métrage va apporter une réponse qui dans un premier temps m'a particulièrement étonné, car je la trouvais sincèrement osée. Mais plus j'y réfléchis, plus je l'analyse, plus je me rends compte qu'elle est sacrément à propos avec ce que le film travaille depuis son début dans son fond. Car si on écoute et observe bien le film depuis son début, eh bien ce dernier nous montre que les révolutionnaires, même si leur système comporte de profondes failles, eh bien ils comportent également une certaine cohésion d'équipe, d'esprit, pour mieux agir en leur cause. Cohésion globale et importante que les phares du récit d'une bataille après l'autre ne possèdent strictement jamais. Ce qui est parfaitement logique puisque les phares agissent de manière individualiste et non en corps commun. C'est ainsi que l'œuvre de PTA, dans son double final, nous amène une nouvelle source d'espoir en nous indiquant, nous rappelant que les phares ne pourront jamais régner éternellement. Car, de par leur acte complètement individualiste, ils finiront par se silencier entre eux, notamment en utilisant des méthodes insidieuses et d'une violence extrême que la plupart du temps, ils utilisent pour silencier les personnes appartenant au camp adverse du leur. Ils seront les leaders de leur propre chute, de leur propre retour dans le royaume de l'ombre. Alors que pendant ce temps-là, les révolutionnaires auront regagné le royaume de la lumière, comme l'indique très justement et simplement la toute fin du long métrage, encore une fois porteuse d'espoir, dans la manière d'annoncer que la nouvelle génération de révolutionnaires, avec de nouvelles méthodes, associées au monde actuel et son évolution si rapide, est prête à agir sans violence, mais de manière
conséquente, car l'une des autres thématiques phares d'une bataille après l'autre, c'est cette spirale de violence qui va se déchaîner, à laquelle il faut mettre fin. Et donc, voilà les Illustros. Je pense avoir conclu cette partie sans spoiler concernant une bataille après l'autre, un long métrage qui est peut-être le plus grand de cette année, tant dans un premier temps il transpire par tous les pores de cinéma avec un grand C, que ça soit en termes d'écriture, de mise en scène, de montage, d'acting, de photographie ou encore de musique, une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson est un puits sans fond d'analyse extrêmement riche qu'on n'aura jamais fini d'explorer. Je suis sûr qu'il reste encore énormément de points fascinants à attraper dans une bataille après l'autre, comme par exemple la réponse cinématographique saisissante que crée Leonardo DiCaprio en décidant d'incarner ce rôle de Bob Ferguson, de ce révolutionnaire, quand on sait que dans le précédent film où il a joué, à savoir Killers of the Flower Moon, il jouait un personnage aux antipodes, complètement avalé par le capitalisme. Bref, je commence à m'étirer. Je pense avoir fini mon avis sans spoiler sur une bataille après l'autre, un long métrage de 2h45, mais où il n'y a pas un seul élément qui n'est pas utile au récit ou à la trajectoire des personnages, et ça fait franchement plaisir, je vous mens pas, d'enfin voir un long métrage possédant une longue durée justifiée. Et enfin, ce qui fait franchement plaisir également, c'est que je suis sûr que c'est avec une bataille après l'autre que Paul Thomas Anderson va enfin remporter les consécrations ultimes, à savoir l'Oscar du meilleur réalisateur et l'Oscar du meilleur film. Parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne vois pas, il m'est même impossible de voir quel autre long métrage cette année pourrait lui passer devant concernant ses prix. Parce que Une bataille après l'autre et d'une telle maîtrise en tout point est un long métrage qui politiquement et dans son regard sur la société est tellement important dans l'ère actuelle qu'il m'est impossible de voir quel autre long métrage de cette année pourrait lui passer devant. Voilà, ceci étant dit, nous pouvons passer à la partie spoiler de ce podcast qui sera bien plus courte que la partie sans spoiler car je n'ai véritablement que 2 éléments à aborder. Et ce premier élément d'analyse va se concentrer sur un morceau musical du film composé par Jonny Greenwood et appartenant aux 15 premières minutes du long métrage dont je vous ai parlé en long, en large et en travers précédemment. Plus particulièrement, le moment où le personnage de Perfidia Beverly Hills se fait appréhender, puis enfermé et malmené par le personnage de Stephen Lockjaw et décide finalement d'échapper à son contrôle. Le morceau musical accompagnant tout ce passage-là est pour moi le plus beau de l'œuvre, tant il résonne extrêmement fortement en moi, dans sa symphonie en même temps du désespoir, de l'espoir et de l'urgence absolue à venir. Ce côté urgence absolue à venir, on peut très fortement le ressentir grâce à un instrument de musique dans le fond qui reproduit pour moi le son d'une alarme. C'est un morceau musical accompagné d'un moment de cinéma que je trouve absolument déchirant et poignant dans ce qu'il raconte. Un moment de cinéma dont je me souviendrai encore très longtemps cette année et les années à venir. Tout comme le deuxième point de cette partie spoiler, à savoir le personnage de Willa, sur lequel je souhaitais revenir un petit peu plus en détail, cet enfant du chaos, cet enfant décrit comme provenant en même temps du bien et du mal, puisque nous savons que sa mère n'est autre que Perfidia Beverly Hills, emblème des révolutionnaires d'antan, mais que son père est en vérité Stephen Lockjaw et non Bob Ferguson. Ce qui permet d'appuyer encore plus radicalement la thématique des révolutionnaires qui se nourrissent des FA et des FA qui se nourrissent des révolutionnaires. Ce qui apporte une grande nuance au long métrage et montre de façon osée que même dans le chaos, la guerre permanente, eh bien, malgré tout, peut apparaître une certaine forme de beauté, inattendue et contradictoire, qu'il va falloir préserver plus que tout, même si cette dernière, en témoigne la fin du long métrage, arrive à se préserver toute seule. Ce véritable enfant de la Révolution, enfant de la liberté, agissant à sa manière pour la cause qu'elle a décidé de suivre corps et âme par elle-même et non juste par lien d'ascendance. Cette fin de long métrage, en suivant ce personnage précisément, est un rugissement de liberté, rappelant que cette dernière sera toujours l'élément le plus important, le plus précieux,
qu'on aura, nous, êtres humains, et qu'on devra le défendre plus que tout. Et donc voilà, c'en est déjà tout pour cette partie avec spoiler. Je vous avais pas menti en disant qu'elle était bien plus courte que la partie sans spoiler. En même temps, je préférais que la partie sans spoiler soit plus longue pour toucher le plus de monde avec mon argumentaire, ce qui me paraît sensé. Et voilà les Illustros, c'en est tout pour cet épisode hors série d'Enfants du cinéma centré sur une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et pourquoi pas à vous abonner. Je vous jure que ça fait grave plaisir, ça envoie beaucoup de force. Tous mes réseaux sont en description, n'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent, notamment sur Letterboxd et Sens Critique. Tous les autres épisodes hors série d'Enfants du cinéma sont disponibles en description, comme les épisodes en série, donc ceux avec King Tao. D'ailleurs, nous venons d'en sortir un centré sur Été 85 de François Ozon, on en est particulièrement fiers, n'hésitez pas à aller le regarder et on espère qu'il vous plaira. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, et je vous dis salut!